À la charnière des XIIe et XIIIe siècles, Assise est le théâtre d'une transformation sociale profonde. La ville, typique de l'Italie communale en pleine effervescence, voit émerger une bourgeoisie marchande dynamique, dont la famille de François est emblématique. Cette classe montante, enrichie par le commerce textile et les circuits monétaires, entre en conflit avec la vieille aristocratie féodale, encore attachée à ses privilèges et à sa domination militaire. Ces tensions explosent en lutte ouverte. Les bourgeois prennent le pouvoir, démantèlent les bastions nobiliaires et fondent une commune libre. Assise devient alors un laboratoire de ce monde nouveau, où l'argent supplante le sang comme critère de puissance. C'est dans ce contexte d'instabilité et de renversement des hiérarchies que grandit François, au cœur d'un monde en mutation, entre ambition bourgeoise et nostalgie de l'idéal chevaleresque. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. François d'Assise, né en 1181 ou 82, est issu d'un milieu bourgeois aisé, incarnant parfaitement cette classe montante qui transforme alors les équilibres sociaux de l'Italie communale. Son père, Pietro Bernardone, est un marchand drapier prospère. Il appartient à cette nouvelle catégorie d'hommes qui ne tirent plus leur puissance du lignage noble, mais de la fortune acquise dans les échanges commerciaux, notamment le commerce du textile, activité très florissante à Assise au tournant des XIIe et XIIIe siècles. La dichotomie entre les deux figures parentales de François d'Assise éclaire la double tension fondatrice de sa jeunesse, entre spiritualité et matérialisme, entre aspiration céleste et l'enracinement terrestre. Au moment de sa naissance, son père, Pietro Bernardone, est absent. Il est en France pour ses affaires commerciales. Cette absence n'est pas anodine. Elle révèle un homme profondément immergé dans la logique marchande du temps, dans ce monde nouveau où la richesse ne vient plus de la terre ou de la guerre, mais du négoce international. Marchand de draps, Pietro incarne la figure du bourgeois enrichi, pleinement inscrit dans la dynamique urbaine et monétaire de la société communale naissante. Son métier le pousse à parcourir l'Europe et en particulier la France qui devient à la fois un espace de commerce lucratif et un modèle culturel raffiné, ce que traduit plus tard son choix du nom Francesco, inspiré selon l'hypothèse la plus vraisemblable de l'enthousiasme de son fils pour la langue et la culture française. En son absence, c'est la mère de François qui fait baptiser son enfant sous le nom de Giovanni, en hommage explicite à Jean-Baptiste. Ce choix n'a rien d'anecdotique. Jean-Baptiste est le saint du désert, du renoncement, de la prédication pénitentielle. Il symbolise un idéal spirituel austère, centré sur la parole de Dieu, la pauvreté et l'annonce d'un monde nouveau. La décision de la mère manifeste donc une sensibilité religieuse ancrée dans les valeurs de l'ascèse et de l'intériorité. Son geste prend une valeur presque prophétique. En nommant son fils Giovanni, elle l'inscrit symboliquement dans une lignée de rupture avec le monde matériel que représente justement l'activité de son père. Cette divergence fondamentale entre les deux parents introduit dès la naissance une tension dramatique dans l'univers familial de François. Plus tard, cette tension trouvera une expression radicale dans le geste symbolique par lequel François, devant l'évêque, rend à son père non seulement les biens qu'il aurait usurpés, de l'argent, mais aussi ses vêtements, se dépouillant en public de l'héritage marchand pour se réclamer de Dieu seul. Ainsi, dans ce face-à-face inaugural entre le père absent négociant et la mère silencieuse mais spirituellement agissante, se dessine en filigrane le drame existentiel du futur saint.
celui d'un homme appelé à choisir entre la soie du négoce paternel et la nudité prophétique de Jean-Baptiste. Le choix du prénom François, donné à l'enfant après le retour de son père, présente un cas exceptionnel dans l'onomastique du XIIIe siècle. Il souligne d'emblée son caractère singulier et inhabituel pour l'époque, ce qui en fait un marqueur culturel distinctif et volontaire. Contrairement aux usages médiévaux où les prénoms étaient très fortement codifiés, souvent religieux, familiaux ou d'origine régionale, Francesco ne répond à aucune tradition locale ni ecclésiastique. Il s'agit d'une innovation délibérée. 3 hypothèses ont été historiquement avancées pour expliquer cette désignation. Celle que je vais retenir ici semble la plus convaincante. Francesco aurait été un surnom affectueux, né de la passion du jeune garçon pour la langue française, qui serait devenu son prénom d'usage. Avant même sa rupture avec le monde marchand, François manifestait en effet un attachement émotionnel profond pour le français qu'il associe à la poésie courtoise et à l'idéal chevaleresque. Le document rapporte que, bien après sa jeunesse, quand il était plein de l'ardeur du Saint-Esprit, il parlait à haute voix en français, ou encore qu'il chantait dans les bois en français et qu'il mendia en français pour obtenir de l'huile pour une lampe à San Damiano. Ce lien personnel et affectif avec la langue dépasse donc le cadre utilitaire ou commercial. Il est un vecteur d'émotion, de joie, presque d'exaltation mystique. Ce prénom devient alors rétrospectivement le signe avant-coureur d'une sensibilité tournée vers une culture au-delà des Alpes, en particulier celle de la France capétienne, perçue à l'époque comme un foyer de raffinement linguistique et poétique. Il témoigne aussi de l'ascension sociale et culturelle des marchands italiens qui adoptent des références non plus locales mais internationales pour affirmer leur statut et leur distinction. Son père, Pietro, en baptisant son fils Francesco, ne se contente pas d'un hommage affectif à un pays d'affaires. Il revendique une inscription dans une culture européenne en plein rayonnement. Ainsi, bien avant toute vocation spirituelle ou geste de rupture, le prénom même de François d'Assise incarne déjà un décalage culturel par rapport aux normes de sa cité. Dans le témoignage des sources citées par Jacques Le Goff, la langue française occupe une place étonnamment centrale dans l'univers affectif et culturel de François d'Assise. Ce n'est ni une langue maternelle, ni une langue liturgique, ni une langue véhiculaire dans l'Italie communale des tournants du XIIe et XIIIe siècle. Et pourtant, elle est omniprésente dans les manifestations les plus spontanées de son expression personnelle. Si vous en êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que ce podcast vous plaît, non ? Alors soyons clairs, vous êtes officiellement membre de la confrérie des passionnés d'histoire. Et qui dit confrérie, dit devoir sacré. Votre mission est la suivante. Premièrement, vous abonner à la chaîne. Alors c'est gratuit, promis, même en période d'inflation. Deuxièmement, laissez un like pour dire à l'algorithme « Oui, ce contenu mérite d'exister ». Et troisièmement, un petit commentaire, même un simple smiley ou un tout petit message, c'est tout bête, mais ça change tout pour le référencement. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces récits, à faire revivre notre histoire commune. Et franchement, quand je vois vos retours, vos likes, vos abonnements, ça me donne juste envie de creuser encore plus loin. Alors merci d'être là et bonne écoute à vous. Le français est la langue dans laquelle François s'exprime au moment où ses émotions sont les plus fortes. Mais cette langue n'est pas qu'un support émotionnel. Elle est également porteuse d'un imaginaire structurant. En ce début du XIIIe siècle, le français est la langue des récits épiques et des romans de chevalerie. Le jeune François, avant toute transformation religieuse, était passionné par cet univers culturel
qu'il avait assimilées par l'intermédiaire de la poésie courtoise et des chansons de geste. Il s'improvisait jongleur, chantait avec ses compagnons, composait des vers dans l'esprit des troubadours. Le français devient ainsi pour lui la langue d'une projection idéalisée, celle d'un monde noble, héroïque, fondé sur l'honneur, la quête et le dépassement de soi. Cette fonction onirique de la langue française explique qu'elle soit restée présente non seulement dans les jeux de jeunesse, mais jusque dans ses pratiques spirituelles ultérieures. Elle agit comme un pont entre deux mondes, celui de la chevalerie terrestre à laquelle François aspirait dans sa jeunesse et celui de la vocation évangélique dans laquelle il transposera sous une autre forme les mêmes idéaux de grandeur, de combat et de dépouillement. Selon Thomas de Celano, François, dans sa jeunesse, mène une vie conforme à celle d'un fils de riche marchand. Il est élevé sans rigueur, entouré de confort et manifeste tôt un goût marqué pour l'élégance vestimentaire. Ses habits sont coûteux, choisis avec soin et portés pour se distinguer. Il aime les tissus fins, les couleurs voyantes, les coupes recherchées. Son apparence n'est pas seulement un reflet de sa richesse, mais un moyen de s'imposer dans son cercle social. Il est aussi décrit comme le meneur naturel de la jeunesse d'Assise. Charismatique, généreux, inventif, il organise des fêtes, des jeux, des banquets. Il est désigné roi des jeunes par ses pairs, un rôle à la fois honorifique et révélateur. Il incarne l'idéal du jeune homme accompli dans un milieu urbain bourgeois qui cherche à imiter la noblesse. Sa générosité est soulignée. Il dépense largement, offre des repas, distribue ce qu'il possède pour entretenir son prestige. Cette posture de chef de bande, animée par la dépense ostentatoire et l'animation sociale, n'est pas marginale dans le contexte d'Assise. Elle participe d'un modèle imité des élites aristocratiques, mais déplacé dans l'univers marchand. François, bien que plus pauvre en biens que certains nobles, compense sa largesse, ce qui renforce encore son aura parmi les jeunes de sa condition. François n'aspire donc pas à juste devenir un bourgeois comme l'était son père, mais il ambitionne bien au-delà par rapport à tout l'idéal chevaleresque. Il manifeste une volonté profonde d'appartenir à l'élite guerrière de son temps. Cette aspiration s'inscrit dans un contexte plus large, celui d'une jeunesse bourgeoise montante qui, exclue de la noblesse de sang, tente de s'élever socialement en adoptant ses codes. François ne se distingue pas par l'accumulation de richesses, mais par la quête d'honneur, par le désir de reconnaissance à travers l'action et la bravoure. En 1202, l'occasion lui est donnée. Assise entre en guerre contre Pérouse. François s'engage dans la milice communale avec l'espoir d'y forger sa légende personnelle. Lors de la bataille du pont San Giovanni, il est fait prisonnier. Mais un détail rapporté par les sources est révélateur. Il est enfermé non avec les simples miliciens, mais avec les chevaliers. Ce traitement particulier confirme la manière dont il est perçu, et probablement se perçoit lui-même, comme un jeune homme de rang, proche de la petite aristocratie en raison de son allure, de ses manières et de ses ambitions. Mais l'épreuve de la captivité marque une première cassure. François reste 1 an en prison à Pérouse. Loin de l'idéal chevaleresque rêvé, il découvre la réalité crue de la guerre, l'humiliation, l'inaction, la dépendance. Cette détention agit comme un choc intérieur. Rien ne permet d'affirmer qu'il en sort transformé, mais les signes d'une fissure sont là. Il revient affaibli physiquement et moralement. L'éclat du projet chevaleresque commence à se ternir. Après sa libération de la prison de Pérouse, François, affaibli, traverse une longue période de maladie qui l'oblige à suspendre toute activité.
Ce n'est plus seulement une pause physique, c'est une crise existentielle silencieuse, profonde, qui s'amorce. La maladie, dans le contexte mental du XIIIe siècle, est rarement perçue comme un simple accident biologique. Elle est souvent comprise comme une épreuve spirituelle, un signe adressé par Dieu. François, reclus, coupé des distractions et des repères de sa jeunesse dorée, se trouve confronté pour la première fois à la solitude, à l'incertitude, à la perspective de la finitude. Il n'est plus le jeune homme adulé et flamboyant d'Assise, mais un corps souffrant, vulnérable, inactif. Cette expérience agit comme une fracture dans sa trajectoire. C'est à l'issue de cette convalescence qu'il entreprend de réaliser ce qu'il considère encore comme son idéal de vie, devenir chevalier. Il se prépare à quitter Assise pour se rendre dans le sud de l'Italie, en Apulie, afin de rejoindre l'armée d'un seigneur en lutte contre les forces impériales. Il ne s'agit pas pour lui d'un simple déplacement militaire, mais d'une entreprise décisive. C'est la dernière étape d'un projet de grandeur. À ses yeux, l'engagement dans une campagne militaire représente l'ultime moyen d'accomplir les rêves de noblesse, de gloire, de reconnaissance qu'il porte depuis l'adolescence. Fils de marchand mais fasciné depuis toujours par l'élite chevaleresque, il voit dans ce départ une occasion unique de se hisser au rang des héros des chansons de geste. C'est en route à Spolète que cet élan se brise. Là, dans une situation d'attente et d'incertitude, il est saisi par une vision nocturne. Il voit une grande maison remplie d'armes, casques, cuirasses, boucliers, épées. Cette image s'impose à lui avec force et il l'interprète comme un présage favorable. Il croit que Dieu lui promet le succès militaire, qu'il l'appelle à la gloire au combat. À ce moment-là, François est encore enfermé dans une logique d'ambition guerrière. La vision, bien qu'inspirée par une autre réalité, est immédiatement traduite par lui dans les termes du monde qu'il connaît. Il y voit l'annonce d'un destin chevaleresque accompli. Mais ce rêve, à bien y regarder, marque en réalité un tournant, car derrière la maison pleine d'armes se cache un tout autre appel que François n'est pas encore prêt à entendre. Ce que son imagination interprète comme des instruments de guerre ne sont pas destinés à un champ de bataille terrestre, mais à une lutte spirituelle. Ces armes-là ne sont pas faites pour vaincre un ennemi extérieur, mais pour affronter une autre forme d'adversité, la vanité, l'orgueil, la richesse, la violence, le mensonge. C'est une mission intérieure et évangélique qui se dessine, mais François est encore incapable d'en saisir le sens. Il reste, pour l'instant, prisonnier des schémas de pensée aristocratiques. Ce moment de basculement est d'autant plus saisissant qu'il ne se traduit pas par un rejet immédiat de ses ambitions anciennes. François ne renonce pas tout de suite. Il retourne à Assise, hésite encore, tente de concilier ses rêves et les premiers appels du doute. Mais quelque chose s'est déplacé. Le jeune homme qui voulait conquérir la gloire commence à se confronter à l'inanité de cette quête. L'expérience de sa maladie avait fissuré son assurance. La vision de Spolète, en révélant le décalage entre ses aspirations et un appel plus vaste, l'entraîne plus loin dans le vertige du questionnement. Ainsi s'amorce une lente désagrégation de son univers intérieur. La maladie l'a rendu lucide sur sa fragilité. Le rêve lui a montré que ses désirs peuvent être illusions. Et son départ avorté pour l'Apulie marque l'échec d'un projet fondateur de son identité. Ce n'est pas encore la conversion, mais c'est le moment où ses ambitions commencent à se dissoudre, à perdre de leur évidence. Peu après l'échec de son projet militaire, François fait une rencontre qui provoque un bouleversement immédiat de sa sensibilité, celle d'un lépreux. L'événement, apparemment anodin dans sa forme, revêt en réalité une portée fondatrice. Le contact avec le lépreux
agit comme une rupture brutale avec son système de valeurs antérieur, non par un raisonnement, mais par une expérience physique et affective directe. Jusqu'alors, François avait fui ce type de présence. Dans la culture médiévale, la lèpre n'était pas seulement une maladie, elle représentait l'extrême de l'exclusion. Le lépreux était séparé du reste de la société, assimilé à un vivant déjà mort, un corps impur que l'on devait éviter, regarder de loin, voire ignorer. François, élevé dans le raffinement, dans le souci de l'apparence, dans la recherche de pureté physique et sociale, était instinctivement rétif à cette image du délabrement humain. Mais dans cette rencontre, il n'y a ni fuite ni mépris. Il s'approche, descend de cheval, s'avance et prend le risque du contact. Non seulement il donne l'aumône, mais il l'embrasse. Ce geste, dans le contexte médiéval, est d'une radicalité absolue. Il n'est pas symbolique, c'est un contact avec la chair défigurée, l'odeur, la peur de la contagion. L'acte dépasse la charité conventionnelle. Il franchit une barrière invisible que personne, dans sa classe sociale, n'aurait songé à transgresser. Ce moment déclenche une bascule intérieure. Ce qui était pour lui auparavant amer devient soudain douceur d'âme et de corps. Le retournement n'est pas seulement éthique ou intellectuel, il est sensoriel, incarné. Le monde qu'il repoussait devient un lieu de présence divine. Ce n'est pas le lépreux qui change, c'est le regard que François porte sur lui. Il découvre, sans discours, que la vérité se trouve là où son corps disait auparavant le dégoût. La sainteté n'est plus dans la distance, mais dans la proximité avec les plus rejetés. Ce geste marque une césure irréversible, non parce qu'il s'accompagne d'une décision rationnelle, mais parce qu'il réoriente toute sa sensibilité. De retour à Assise après cette rencontre avec le lépreux et puis qui se passait dans le contexte de son retour de son expédition qui fut un échec en Apulie, François entre dans une période d'instabilité intérieure. Il ne renonce pas immédiatement à ses ambitions anciennes, mais il n'y croit plus tout à fait. Une lutte silencieuse s'engage en lui. D'un côté subsiste l'attrait pour la gloire, la reconnaissance, le regard admiratif des autres. De l'autre, un sentiment croissant d'insatisfaction, un malaise face à la vacuité de ce qu'il a longtemps recherché. Il continue à fréquenter les mêmes lieux, à porter des habits soignés, à marcher dans les rues d'Assise avec prestance, mais quelque chose a changé. Les plaisirs qui autrefois lui étaient naturels commencent à lui sembler creux. Il garde l'apparence du jeune notable, mais intérieurement, il vacille. Son comportement devient erratique, parfois généreux au point de donner tout ce qu'il a sur lui à un pauvre, parfois replié, presque mélancolique. Il évite certaines compagnies, se retire plus souvent, multiplie les marches solitaires dans la campagne. Cette période est marquée par des oscillations. Il tente encore de retrouver un sens à ses anciens repères, mais le cœur n'y est plus. Il éprouve du dégoût pour les banquets, les fêtes, les conversations vaines. Et pourtant, il n'est pas encore prêt à tout quitter. Il hésite, il doute, il avance sans ligne claire, ni conversion franche, ni retour complet à la vie mondaine. Il est dans l'entre-deux, cet espace incertain où l'ancien monde ne le satisfait plus, mais où le nouveau n'a pas encore révélé sa forme. Ce moment est essentiel dans son cheminement. Ce n'est pas une crise soudaine, mais un processus lent de détachement. La gloire ne le séduit plus comme avant, mais elle n'est pas totalement éteinte. Il presse que les vanités sociales ne conduisent nulle part. Mais il n'a pas encore trouvé leur véritable contrepoint. Ces hésitations, loin de trahir une faiblesse, témoignent d'un combat profond. Celui d'un homme qui ne veut pas seulement fuir un vide, mais chercher une vérité à la hauteur de ce qu'il sent confusément en lui. Chez François, les aspirations chevaleresques
ne disparaissent pas après ces premières désillusions. Elles se transforment en profondeur. On voit clairement que son imaginaire reste structuré par les valeurs de la chevalerie, mais ces valeurs sont progressivement redéployées dans un registre radicalement nouveau. L'élan vers la grandeur, le désir de combat, l'attachement aux figures nobles et féminines ne sont pas effacés, ils sont intégralement réorientés dans un langage spirituel. François se met en quête d'armes nouvelles. Là où l'armement d'un chevalier médiéval visait à défendre un territoire ou une lignée, les armes de François deviennent spirituelles. La prière remplace l'épée, le jeûne remplace le bouclier, l'humilité devient le aume. Cette symbolique des armes intérieures apparaît dans les textes hagiographiques comme une inversion volontaire et assumée de l'idéal féodal. Il ne s'agit pas de fuir le combat, mais de mener une lutte d'un autre ordre, contre l'orgueil, la convoitise, la haine, l'injustice. Le chevalier du Christ est un combattant, mais ses ennemis sont invisibles, ses victoires silencieuses, ses trophées sans éclat. Ce détournement touche aussi un autre pilier de la culture chevaleresque, la figure de la dame. Dans l'univers courtois, le chevalier met sa force et son honneur au service d'une femme idéalisée, objet de vénération et de désir sublimé. François conserve cette structure d'engagement exclusif et passionné, mais il la transpose intégralement sur la figure allégorique de la dame pauvreté. Ce déplacement est d'une force symbolique rare. La pauvreté, que tout dans la société contemporaine pousse à fuir, devient pour lui l'objet d'un amour exalté. Il l'appelle sa dame, il lui déclare fidélité et lui consacre sa vie. Il ne s'agit pas d'un simple choix ascétique ou moral, mais d'un véritable renversement de l'ordre symbolique. Là où la noblesse cherchait la beauté, la richesse et la pureté sociale, François s'éprend de ce que le monde rejette. Ce culte de dame pauvreté devient le cœur de sa nouvelle chevalerie. Il en fait un serment, un lien indissoluble, une alliance spirituelle. Et cette fidélité est mise à l'épreuve, comme dans les récits épiques. Il renonce à l'héritage paternel, il vit sans rien posséder, il mendie, il embrasse les lépreux, il dort à même le sol. À travers ses gestes, ce n'est pas une posture de rupture abstraite qu'il incarne, mais un engagement total, fondé sur les mêmes ressorts d'honneur, de loyauté et de sacrifice qui caractérisaient la chevalerie traditionnelle. Ainsi, le goût de la chevalerie ne s'éteint jamais chez François. Il est sublimé. Le combat, le service, l'amour idéalisé demeurent les matrices de sa vie, mais projetés sur un plan nouveau. Il ne devient pas un moine, ni un simple pénitent. Il devient un chevalier évangélique et fonde autour de lui une fraternité qui fonctionne selon cette logique. Fraternité d'armes sans épée, compagnons de route sans territoire à défendre, pauvres réunis autour d'un idéal exigeant, structuré comme une quête. La chevalerie, chez lui, cesse d'être un souvenir pour devenir une matrice. Elle est transfigurée en voie de sainteté. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça change vraiment tout au niveau du référencement et du placement de mes podcasts dans l'algorithme. Encore merci et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.